Nous allons poursuivre avec notre prochain conférencier. Nous allons passer d'une perspective globale sur l'écosystème de la cybersécurité. Maintenant, nous allons regarder un peu plus près les questions de cybersécurité. Nous allons regarder la question de recherche avec le grand coliseur de Ardon au CERN en Suisse. Nous sommes avec Stéphane Luders. Depuis 2019, il travaille dans l'équipe d'intervention en réponse de cybersécurité comme agent de sécurité informatique. Et il coordonne tous les aspects de la sécurité informatique du CERN pour le bureau, pour le système informatique en réseau et les systèmes de sécurité de contrôle, tout en trouvant l'équilibre avec les besoins opératoires du CERN, avec la participation de milliers de scientifiques qui dépendent de l'information du CERN. Quand nous commençons à penser à la sécurité informatique au Canada, Stéphane va nous expliquer comment les plus grandes installations de recherche gèrent ce défi. Je vais maintenant présenter Stéphane Luders, avec un doctorat en informatique, qui nous parlera en direct de la Suisse. Merci beaucoup, ravi d'être ici. Je vais vous parler de l'équilibre entre la liberté de recherche au CERN. Nous avons beaucoup d'ingénieurs et de physiciens qui font des recherches ici. Nous avons des installations qui sont gérées par les universités. Je dois gérer la sécurité. Catherine m'a suggéré de parler de la gestion de la sécurité. Je vais vous expliquer un peu les défis. Juste avant, je vais vous parler du modèle d'affaires du CERN pour connaître mon empreinte de sécurité. Je dois avant tout connaître mon empreinte de sécurité pour pouvoir organiser mon travail. Je vais parler des adversaires et les possibilités d'attaque. Ensuite, je vais parler de mesures de protection, les problèmes par rapport aux solutions. Commençons en parlant du modèle d'affaires du CERN. C'est un principe assez simple. Si vous claquez vos mains ensemble, vous allez créer de la chaleur sur vos paumes. Le CERN veut faire la même chose. Le CERN veut créer les conditions pour regarder les 13,7 milliards d'années juste au début du Big Bang. Nous voulons voir de quoi était constitué l'univers. Nous connaissons seulement 5 de la composition de l'univers. Nous voulons savoir où est l'antimatière parce que nous en produisons en quantité égale durant le Big Bang. Nous allons regarder ce moment charnière de l'univers. Et c'est là qu'entre en compte le grand collisionneur de Ardon. Si vous claquez vos mains ensemble, vous créez de la chaleur. C'est un peu comme claquer des protons ensemble. Lorsqu'ils s'entrechoquent, ils créent de l'énergie sur place à des températures très élevées. Et cette énergie va être égale à l'énergie durant le Big Bang. Nous avons des points de collision dans le grand collisionneur de Ardon. Nous en avons ici. Nous créons des neutrons. Nous faisons la recherche sur les neutrons. Nous créons de la radiation pour l'analyse de matière. Nous pouvons créer des isotopes et nous pouvons créer de l'antimatière. Et nous avons même un détecteur qui se situe dans la station spatiale qui mesure les collisions qui se font dans les particules de la galaxie qui traverse la station spatiale. Regardez la complexité du réseau ici. On produit des protons et nous les envoyons à ces différentes destinations. On peut aller dans l'Est, on peut aller dans l'Ouest, le Nord. Les protons sont continuellement produits et ils se rendent quelque part. Les collisions ressemblent à celles-ci. Ce sont des images très intéressantes. Regardons des chiffres. Nous avons 25 millions de collisions regroupées qui se font à chaque seconde et à chaque point de collision. Nous mesurons avec nos détecteurs un pétabyte ou un pétaoctet de données brutes de ces images que je vous montre ici.
Personne ne peut traiter ça, donc nous devons filtrer cette information avec les centres informatiques et nous avons à peu près 10 gigaoctets par seconde, ce qui résulte 60 pétaoctets par année d'information. Les physiciens peuvent regarder ces données et analyser ces images pour déterminer ce qui est arrivé après le Big Bang, il y a 13 milliards d'années. Vous voyez comment que l'information est entrée, les points de données viennent d'en haut. En fin de compte, la réussite de la théorie se voit ici avec les points colorés. On a les données mesurées par les physiciens et les grandes barres qui sont en dessous de ces points de données, ce qui montre que la théorie et la mesure, ça rime. Ce qui a mérité le prix Nobel à Peter Engeler quand on a parlé de la particule de boson de Higgs. Il s'agit d'un effort mondial. Presque tous les pays ici sur la carte sont impliqués à envoyer des chercheurs invités, des physiciens, des électriciens qui vont au CERN, qui travaillent sur place ou travaillent à distance. Nous avons 10 000 chercheurs invités. Nous avons seulement 3 000 membres du personnel, ce qui montre que la cybersécurité est une question sociale, c'est un problème humain. Regardons les autres vecteurs. Comme pour les autres organisations, nous sommes sous une menace constante d'attaque. Je ne me soucie pas trop de toutes ces menaces, seulement lorsque les attaques sont réussies. Nous avons beaucoup de chercheurs sur la sécurité, comme celui-ci, qui nous aide pour nous dire, vous divulguez d'informations vers des logiciels malveillants. Tous les mots de passe ici sont faux, mais nous avons toutes sortes d'avertissements. Nous avons de l'information sur ce qui peut être trouvé au CERN. Ce n'est pas toujours pertinent pour la sécurité, mais nous sommes très ouverts par rapport à nos activités. Si vous voulez créer un accélérateur, nous publions publiquement tous les détails de conception pour créer votre accélérateur dans votre cours. Je sais qu'au Canada, vous avez beaucoup d'espace. Nous pouvons vous aider à créer votre accélérateur si ça vous intéresse. Nous avons les données ici disponibles. Nous montrons même nos diagrammes de réseau et comment les ordinateurs fonctionnent et l'utilisation des CPU. Les personnes se plaignent de cette ouverture. D'un autre côté, nous avons des journalistes qui fouillent, on va dire, nous sommes seulement à 3 clics du site privé du web. C'est de la foutaise, mais malheureusement, c'est publié. Nous avons des personnes qui se demandent si c'est possible de pirater le CERN. Oui, je suis physicien de formation, je sais que c'est possible. Il y a des discussions sur comment s'attaquer à l'organisation. Certaines personnes affirment même qu'elles ont attaqué le CERN, comme ce type qui nous a communiqué à l'avance en disant qu'il voulait nous attaquer. Est-ce que je peux vous attaquer? Je ne peux pas lui refuser parce qu'il va le faire de toute façon. Nous lui avons donné le feu vert et qu'il nous signale ce qu'il a trouvé. Il s'est fatigué parce qu'il n'était pas en mesure de bien réussir son attaque contre le CERN. Il y a aussi le côté obscur. Nous sommes curieux de savoir qu'est-ce qui arrive avec ces personnes qui veulent tenter de pirater. Je n'ai pas obtenu accès au CERN avec le script, mais je vous offre mes trouvailles pour que quelqu'un d'autre puisse faire le travail et peut-être faire du chantage par rapport à des possibilités de piratage. Il y a aussi des préoccupations par rapport au piratage du centre de contrôle, mais ce n'est pas le cas. On a parlé de pirater aussi le grand accélérateur de Ardon, ce qui n'a pas encore été fait. Pour revenir à l'accélérateur, qui est vraiment une source de fierté pour la Suisse, on voit une image du tunnel qui se trouve sous le paysage de la Suisse. C'est vraiment une source de fierté pour la Suisse. Quand vous pensez aux protons, lorsqu'ils circulent dans l'accélérateur, ils ont une énergie de 80 kg de TNT. Autrement dit, s'ils se choquent au mauvais endroit, si nous sommes piratés par des terroristes ou un État-nation, nous allons détruire notre accélérateur.
Nous avons des systèmes de sécurité rigoureux qui offrent de la résilience. Si vous revenez à ces événements ou ces incidents, il faut trouver des failles dans le système de sécurité qui fait en sorte que l'opérateur pense que tout va bien alors que les centrifuges d'uranium arrêteraient de fonctionner et le faisceau irait au mauvais endroit. Mais tous les systèmes de sécurité sont en place pour mettre en branle les mesures de protection. Donc, nous n'avons pas de problème d'attaque de cybersécurité à cet égard. En bas, on voit les expériences qui sont menées avec des photos numériques que vous avez, que ce soit Nikon, Canon. J'ai mis 2 personnes en circuit pour avoir une idée de l'échelle des expériences. Vous pouvez rentrer une cathédrale dans les cabinets où les expériences sont effectuées. Quelles sont les mesures de protection en cybersécurité, les problèmes et les solutions? Ça revient aux gens. Comme Catherine l'a mentionné, j'ai 4 domaines opératoires. Mon premier secteur, c'est la sécurité des bureaux. On a 40 000 appareils connectés au réseau, des appareils intelligents, des ordinateurs. Nous avons 75 des personnes qui apportent leur appareil pour le réseau de bureaux. Les personnes viennent travailler pour une semaine. Les personnes qui travaillent pour un mois vont avoir d'autres systèmes. On ne peut pas offrir des ordinateurs à ces personnes parce qu'on ne parle peut-être même pas le bon langage pour le système d'exploitation. On ne peut pas configurer un système d'exploitation, un système Windows en chinois ou en russe. C'est trop compliqué. Les personnes sont habituées d'utiliser les ordinateurs fournis par leur organisation. Donc, normalement, les personnes préfèrent utiliser leur propre ordinateur. Nous avons des centres de données. Vous pouvez voir, c'est le plus grand. C'est le centre informatique avec 12 000 boîtiers. Nous avons 100 000 disques durs avec une capacité d'entreposage d'un demi-exaoctet. On l'a sur des bandes, sur des disques. Nous avons aussi toute l'infrastructure pour gérer l'accélérateur, de prendre les données, des expériences et des photos numériques, mais nous offrons aussi les possibilités de téléconférences, des pages web, des bases de données, des applications de finance. C'est l'objet de nos 6 centres d'ordinateurs au CERN. 100 000 CPU ne sont pas suffisants ou 100 000 cœurs de CPU ne sont pas suffisants. Nous avons un lien avec 160 centres de données, ce qu'on appelle le réseau du CERN. Ces ordinateurs offrent un demi-million de cœurs CPU pour calculer les données. Un physicien peut se connecter au réseau, faire des analyses, regarder les images et déterminer s'il y a un boson de Higgs afin de pouvoir se mériter un prix Nobel. Mon équipe s'occupe de la sécurité du réseau mondial informatique du CERN. Je viens de la cybersécurité des centres de contrôle. J'ai regardé l'Internet des objets. Nous avions un contrôleur logique en 2004 et je me suis plaint que ces systèmes manquaient complètement de sécurité. Rien n'a changé depuis. Tous les appareils d'Internet des objets qu'on me présente aujourd'hui n'ont pas la sécurité nécessaire. Mais c'est un problème avant tout de personnes. Nous faisons de la sensibilisation, tout comme vous. Nous avons des articles dans ces bulletins du CERN où on peut s'informer sur des sujets. Nous offrons de la formation sur la programmation sécuritaire en C++ afin de l'apprendre d'entrée de jeu. Malheureusement, nous ne formons pas les personnes au départ. J'ai des étudiants qui arrivent qui ne connaissent pas bien la cybersécurité. Une conférence sur la cybersécurité devrait suivre une conférence sur l'utilisation. Pourquoi séparer la sécurité des autres questions d'utilisation? Les informaticiens devraient apprendre dès le départ que la sécurité fait partie du système. On apprend comment configurer une base de données avec de la redondance et de la compatibilité, mais c'est important aussi d'avoir la cybersécurité. Je pense que l'approche est erronée lorsqu'on sépare la question de cybersécurité. Nous avons aussi des systèmes de contrôle. Nous jouons à des jeux où nous enseignons la cybersécurité de façon ludique.
Je ne sais pas si vous avez déjà fait des exercices avec des cadres. Ici, c'est un peu daté, mais c'est une simulation d'une cyberattaque, ce qui en dit beaucoup sur l'Union européenne, afin de montrer aux cadres quels sont les canaux de communication lorsqu'il y a une attaque et comment tout rassembler. Nous sommes là pour aider les organisations avec leurs questions de cybersécurité. Nous avons des partenariats avec des étudiants des universités partout au monde. Les professeurs devraient savoir qu'il est possible de pirater le CERN gratuitement, créer un protocole d'entente et nous déclarer les conclusions. Nous voulons enseigner à tout le monde pour faire de la sécurité informatique. La sécurité informatique au CERN n'est pas seulement ma responsabilité. Je suis l'agent de sécurité informatique au CERN. Je ne suis pas la personne responsable de la sécurité informatique. Ça a été délégué aux personnes qui arrivent avec leurs ordinateurs portables, qui ont un compte, qui créent un système de contrôle, qui gèrent une base de données et qui envoient l'information sur un serveur web. On répète à tout le monde qu'ils sont responsables de la sécurité de leurs actifs numériques. Ils peuvent venir au département du CERN pour de l'aide et ils peuvent transférer une partie de la responsabilité. Mais la réponse initiale demeure à l'individu. Nous le répétons à plusieurs occasions. En parlant de l'éléphant dans la salle, il faut parler des rançongiciels. Le CERN a été chanceux de ne pas encore avoir été victime de rançongiciels. On l'a vu sur des ordinateurs personnels. Nous avons un exemple ici en Allemagne avec une attaque en rançongiciel au CERN. Nous avons des mesures rigoureuses. La question n'est pas de savoir si nous allons être attaqués, mais plutôt quand nous allons être attaqués par un rançongiciel. Nous avons des sauvegardes indépendantes des éléments les plus importants pour le pays. Nous avons des copies de sauvegarde qui sont encryptées. C'est pas facile à pirater. Donc, nous avons des mesures de protection des données sur les serveurs du CERN et des copies de sauvegarde ailleurs. Voici des liens si vous voulez avoir plus d'informations. Vous allez aussi pouvoir consulter ma présentation par la suite si vous voulez regarder tous les détails. C'est important pour sensibiliser la communauté du CERN à ce sujet. Pour la sécurité informatique, on envoie des messages à toutes les personnes qui interagissent avec le CERN auprès des 10 000 comptes d'utilisateurs que nous avons. Nous essayons de leurrer les personnes à cliquer des liens parfois pour voir si le fichier va être partagé à plusieurs reprises. Vous pouvez voir ici que ça ne vient pas toujours de cern.ch, ça vient de cern.org, qui n'est pas du tout affilié au CERN, aux adresses cern.ch. Nous essayons de leurrer les personnes à ouvrir un document, de rentrer dans le macro, cliquer le lien et d'arriver à une page d'accueil, soit avec un document Word ou un document PowerPoint. On se sert de ce système pour éduquer. Les rançongiciels viennent de l'ingénierie sociale et nous enseignons aux personnes à plusieurs reprises pourquoi il ne faut pas cliquer aveuglément. Nous avons des campagnes pour sensibiliser les personnes pour s'arrêter et ne pas cliquer pour rien. Il faut réfléchir avant de cliquer. En regardant les statistiques et nous regardons ce qui a été fait au cours des années, nous voyons que nous avons des systèmes sophistiqués. Ils nous font calculer un taux de clic de 20 avec les barres rouges. On voit qu'il n'y a aucun lien avec avec la position occupée. Les informaticiens cliquent à 20 les détenteurs de doctorat cliquent à 20 il n'y a pas de distinction. La plupart des personnes qui vont expliquer pourquoi elles ont cliqué vont dire j'ai reçu un courriel, je voulais le gérer rapidement et j'ai cliqué sans y penser. Le blocage DNS, c'est une mesure. Nous bloquons DNS. Le CERN permet de transférer les courriels à l'Institut d'attache. Je peux éviter que le clic soit réussi, mais si le message est envoyé à l'Université de Vancouver, eh bien, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Ça peut être à Barcelone, à Bégin ou ailleurs. Je ne peux pas bloquer les choses là-bas. Je dois être rapide. Notre campagne commence à 9 heures le matin. Nous envoyons 20 000 messages en 90 minutes.
pouvez voir, après 10 à 15 minutes, nous avons des rapports sur quelque chose de louche. C'est là que nous pouvons bloquer. Idéalement, nous bloquons à ce moment-là. Si c'est notre campagne, nous la laissons se dérouler pour voir où les systèmes sont bloqués. Nous voulons analyser qui clique. Ici, vous pouvez voir des personnes qui n'identifient pas ce qui est arrivé. Quelqu'un va dire, j'ai reçu un courriel qui vient de cern.com, mais j'ai quand même cliqué le lien. Je ne sais pas si je dois le refaire. Une autre personne va dire, ça a de l'air dangereux. Donc, quelqu'un nous signale que c'est quelque chose qui devrait être bloqué de notre part. Les personnes pensent qu'on s'amuse avec ces campagnes. Mais lorsque nous menons les campagnes, je dois fermer 1000 tickets parce que les personnes signalent à maintes reprises. Les personnes vont signaler qu'elles ont cliqué, c'est malheureux. Certaines personnes vont dire, ah, j'ai vu le courriel, c'est louche, le contenu n'est pas correct, l'adresse n'est pas correcte. Et certaines personnes vont dire, je n'ai pas cliqué, mais je l'ai transféré à un collègue qui a cliqué pour voir la page. Donc, si vous n'avez pas d'ennemis, tournez-vous vers vos collègues. C'est un problème social. Il faut former les personnes à se retenir, de ne pas cliquer des liens suspects. Nous mettons en place des mesures de protection. Nous faisons de la quarantaine de logiciels malicieux. Le pare-feu peut filtrer certains éléments et nous avons aussi le filtrage et blocage DNS. Les meilleures pratiques, c'est l'introduction de l'authentification à 2 facteurs. C'est compliqué dans mon environnement. J'ai beaucoup de programmeurs et d'autres personnes qui se connectent au CERN. Donc, ça ne passe pas par un seul portail et je dois protéger tout par une authentification à 2 facteurs, même avec les VPN. Je sais que c'est quelque chose de complexe. Si nous regardons les mots de passe, les mots de passe sont problématiques. Certaines personnes perdent leur mot de passe. On voit ici un rapport au CERN sur le SCADA, le système de protection de mots de passe. Ici, on a un accès à un système précieux. C'est seulement un système de contrôle. Mais un des plus grands problèmes, c'est de gérer les mots de passe et de protéger les mots de passe d'une bonne façon. L'authentification à 2 facteurs, c'est une bonne solution, mais ce n'est pas toujours possible. Lorsqu'on a des terminaux comme celui-ci, dans un de nos immeubles industriels, le mot de passe, utiliser le lien ici pour avoir un indice du mot de passe. Si on regarde l'Internet des objets, j'appelle les appareils, et le mot de passe par défaut est déjà là. Et les caméras de sécurité. Le mot de passe est 1, 2, 3, 4 par défaut et le nom d'utilisateur est admin. Il n'y a pas de mesure de sécurité. Ici, il est possible d'interrompre le courant et vous n'avez pas de protection là-dessus. Les machines de café du CERN, ici, c'était très vulnérable. Si vous cliquez en haut, on va voir le nom du fabricant. On peut voir quels sont les mots de passe par défaut des machines à café. Avec un peu de piratage, nous avons pu boire du café gratuitement jusqu'à temps que nous avons signalé le cas aux responsables. Il faut s'assurer que les mots de passe sont les plus forts que nous puissions avoir. Avant, nous changeons nos mots de passe 1 fois par année. Maintenant, nous avons choisi d'avoir des mots de passe plus complexes au lieu des mots de passe faciles à retenir. Nous allons regarder le lieu de connexion. Nous comparons les mots de passe avec des mots de passe qui sont trop faciles. Si un mot de passe a été publié quelque part, ensuite, on est obligé de changer le mot de passe, même si ce n'est pas leur compte qui a été publié. Pour aller plus loin avec les mots de passe, nous allons demander aux fournisseurs de se débarrasser des mots de passe par défaut. C'est quelque chose que je déteste de l'Internet des objets. Mon équipe travaille fort là-dessus. Nous avons beaucoup de programmeurs. Si vous pensez aux 10 000 personnes, je pense que chaque personne fait de la programmation, l'analyse de physique, les systèmes de contrôle, les serveurs web. Il y a toujours un peu de programmation. Parfois, le code va être créé par Pastebin ou ça peut être fait par un dépôt de logiciels.
C'est difficile de comprendre les jetons de sécurité. Les mots de passe ne doivent pas être encodés publiquement. Nous avons le devoir de partager nos logiciels. Nous sommes une ONG, nous sommes financés par le public. Tout ce que nous faisons, c'est public. Si vous voulez créer un accélérateur, je vais vous donner la documentation pour que vous puissiez l'en créer. Si vous voulez analyser les données, faire partie d'une expérience, les données vous sont offertes. Nous avons un dépôt GitHub pour cette information. Nous allons analyser tous nos dépôts pour les mots de passe, ce qui va être un travail de longue haleine à cause des différents langages de programmation. La programmation est un autre problème. Quand vous pensez aux chaînes d'approvisionnement, la programmation signifie que vous allez sur Internet et vous copiez des logiciels dans votre système. On peut l'automatiser avec différents outils, mais qu'arrive-t-il si votre source sur Internet est prise d'assaut? Dans ce cas-ci, où un logiciel a été introduit, ou on a un logiciel malicieux qui a été intégré dans le logiciel, ou si le logiciel a été entré dans des paquets NPM. Nous avons fait une recherche plutôt cette année pour utiliser Python pour attaquer les grandes entreprises en Europe et aux États-Unis pour compromettre leur pile de logiciels. La programmation va souvent être faite par un copier-coller. Vous prenez les codes sur Internet. Vous allez peut-être même copier toutes des bibliothèques ou des machines virtuelles, des conteneurs complets. Savez-vous ce que vous copiez? Nous avons un projet maintenant pour contrôler les systèmes automatiques. On regarde la source de la bibliothèque ou du paquet. Les personnes utilisent Graphene et autres outils pour créer des pages web. Mais Graphene, c'est un contenant de Docker. Il faut regarder ce qui se déroule à l'intérieur du code. Il faut éviter les erreurs de programmeurs. Ici, les carnets d'adresses doivent être évités. Nous avons une fenêtre qui est générée automatiquement pour éduquer les utilisateurs. Une autre page web qui a été fondée par l'équipe de sécurité informatique. Nous analysons nos conteneurs activement pour trouver les faiblesses et les vulnérabilités. Nous analysons nos pages web, nos conteneurs Docker et nos machines virtuelles pour trouver les vulnérabilités avant que les pirates puissent trouver les maillons faibles dans nos systèmes. Voici l'équipe de sécurité avec son schéma. De gauche à droite. À gauche, nous avons nos sources. Nous avons le pare-feu avec notre système de détection, avec Zeek. Le problème, c'est que le pare-feu, en ce moment, a 400 gigaoctets par seconde d'entrée et de sortie. Nous utilisons le centre de traitement de données avec les machines virtuelles qui se connectent. Nous regardons la circulation Internet, nous regardons les carnets de sortie pour savoir ce qui est effectué. Syslog n'est pas suffisant. Ça va seulement donner les commandes. Nous voulons quelque chose de plus. Nous voulons connaître les paramètres. Nous regardons le répertoire actif, savoir qui se connecte ou à quel moment. Nous regardons la connexion et les pages web consultées. Nous regardons aussi les carnets DNS. Nous regardons les résultats de balayage de la structure. C'est notre schéma du centre de sécurité. On regarde les plateformes où on partage les renseignements de nos pairs, de certains gouvernements, d'autres sites universitaires. Et nous regardons les indicateurs de compromis qui sont analysés avec les données que nous ingérons. Nous ingérons 5 téraoctets de données. Ça va être digéré. Une fois que c'est digéré, l'utilisateur final, qui a la responsabilité des ressources informatiques, l'utilisateur final a aussi la responsabilité de gérer des faiblesses de sécurité. Si on voit que l'ordinateur de Catherine a accédé à une page web problématique, nous allons voir sa circulation. Catherine va recevoir un message qui peut ressembler à celui-ci. Activité suspecte détectée sur l'appareil. Voici ce que nous avons trouvé. Voici ce que vous pouvez faire. À la fin de la page, il est possible de cliquer sur un bouton en disant « Je ne comprends rien, veuillez m'aider ». C'est là que l'équipe de sécurité informatique entre en jeu.
Si Catherine est VIP, l'équipe de sécurité va intervenir plus rapidement. Vous apportez votre appareil, vous êtes responsable de la sécurité. C'est votre problème informatique, ce n'est pas encore le mien, à moins que je vois que les choses escaladent et je vois des centaines ou des milliers d'appareils qui ont le même problème. Voici comment ça fonctionne. Nous gérons, nous analysons avec 5 téraoctets de données de sécurité par jour automatiquement. Je n'ai pas une équipe assez vaste pour faire toute cette analyse de sécurité. Nous avons d'autres fournisseurs pour faire les enquêtes sur les incidents de sécurité. Nous avons des partenariats avec le milieu universitaire pour intervenir en cas d'incident. Nous aidons les personnes à faire de l'intervention en cas d'incident dans les universités à l'extérieur du CERN avec notre grand réseau de chercheurs. Si quelque chose arrive à l'université, ça va finalement nous toucher, ce qui peut nous poser un problème. Nous aidons les personnes dans les universités, dans d'autres pays, lorsqu'il y a des problèmes de sécurité. S'ils ne peuvent pas gérer leurs problèmes, les problèmes vont revenir à nous. Il y a des petites universités qui n'ont pas les meilleures mesures de protection informatique et n'ont pas l'expertise pour le faire. J'ai une bonne équipe, des collègues brillants qui peuvent aider d'autres sites à faire de la sécurité informatique. C'est très important de travailler ensemble, comme vous l'avez vu dans ma présentation et dans la présentation précédente. En résumé, le CERN valorise son environnement universitaire ouvert. Nous avons un environnement gratuit. Vous pouvez venir au CERN avec votre appareil, utiliser votre langage de programmation, votre système d'exploitation, vos logiciels pour mener vos recherches. Voilà à quoi sert le CERN. Nous avons donc délégué la responsabilité de sécurité à tout le monde au premier niveau. Ensuite, l'équipe de sécurité informatique entre en jeu. Nous sommes constamment sous attaque. Heureusement, nous n'avons pas encore été exposés à des attaques graves qui peuvent compromettre l'organisation en profondeur. Je ne sais pas si c'est attribuable aux pirates ou aux mesures de sécurité. J'ai encore des craintes par rapport aux attaques de rançongiciel. Les programmes sont écrits par des personnes, les mots de passe sont créés par des personnes, les appareils sont gérés par des personnes, les pages web sont créées par des personnes, les bases de données sont créées par des personnes, les machines virtuelles sont configurées par des personnes, les logiciels sont configurés par des personnes. Ainsi, nous devons faire de la sensibilisation sur les bons mots de passe et sur l'authentification à 2 facteurs. Il faut sensibiliser les personnes à ne pas cliquer sur des choses. Le Canada a l'anglais et le français. Si vous recevez un message en allemand, pourquoi vous voulez cliquer sur du contenu d'un message en allemand que vous ne comprenez pas? Les bonnes pratiques de code et les partenariats avec les universités, avec les gouvernements, avec les différents États membres du CERN, aussi avec les instances d'application de la loi et l'industrie. Nous avons des partenariats avec plusieurs organisations pour protéger le CERN et protéger le réseau mondial de centres informatiques. Là-dessus, je conclue ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Stéphane. Nous pouvons voir votre passion et votre énergie ainsi que toutes vos connaissances dans cette présentation. Il y a tellement de choses qu'on peut décortiquer. J'aimerais commencer avec le centre informatique du CERN, mais vous avez aussi un réseau distribué informatique composé d'établissements partout au monde. Il y a une attente commune quant à la cybersécurité parmi tous ces acteurs. Je vous pose la question parce que plusieurs invités ici aujourd'hui sont des chefs d'informatique ou des chefs de la cybersécurité. Ils ont souvent des réseaux distribués. Est-ce que vous pouvez nous donner des idées sur la gestion des réseaux distribués? C'est un bon souhait. Les centres informatiques. Le centre informatique du CERN est la première couche T0. Nous avons des T1 sur le continent et nous avons 150 centres informatiques en dessous. Ils sont partiellement gérés
par des équipes locales et des serveurs, mais les couches T2, c'est peut-être des racks de 2 ou 3 serveurs sur des universités. C'est des contributions d'universités en nature gérées par des étudiants ou des informaticiens. Nous avons un réseau assez vaste de politiques de sécurité que nous imposons à ces centres informatiques. Si vous voulez faire partie de ce réseau mondial, il faut appliquer ces bonnes pratiques de sécurité informatique. Nous le testons régulièrement. Nous faisons une campagne sur les incidents, la réponse et l'intervention en incident. Les sites qui ne peuvent pas se conformer vont être exclus du réseau. Voilà pourquoi il faut faire de l'enseignement, de l'éducation, aider les personnes à avoir des bonnes pratiques de sécurité. Malheureusement, nous ne sommes pas seulement dans des centres informatiques. Si nous avions la propriété des centres informatiques, nous pourrions imposer des règles plus strictes, mais ce sont des contributions en nature des universités. Les centres de T1 qui sont à Vancouver fonctionnent très bien. Merci aussi beaucoup pour cette puissance de calcul. Donc, vous avez un incitatif pour ces centres de calcul. Si vous voulez les donner, il faut se conformer à ces règles de sécurité. J'ai une autre question. Qu'en est-il des réactions des utilisateurs finaux? Un de nos invités dit, j'ai eu des conversations difficiles avec les membres de scène. Pourquoi il faut que je change mon mot de passe d'il y a 30 ans? Si c'est un mot de passe il y a 30 ans, c'est impossible qu'il soit au CERN. Nous avons forcé les personnes à changer leur vieux mot de passe. Ça ne me dérange pas si le mot de passe n'apparaît pas dans les systèmes de détection, mais il faut expliquer l'importance de la sécurité informatique. Nous avons des personnes très futées. Si je voulais quelque chose dans le pare-feu, il est peut-être possible de contourner la mesure de protection. Je fais de l'éducation, de la formation et de l'éducation, mais je ne suis pas Big Brother. Je gère une équipe de sécurité informatique, mais je crois que les personnes doivent nous faire confiance. Nous faisons preuve d'intégrité. Les personnes nous signalent des enjeux. Les personnes viennent nous voir pour de l'aide. Voilà pourquoi je publie des articles régulièrement. Premièrement, le bulletin sur un sujet, l'authentification multifactorielle. Je parle d'utilisation d'un appareil intelligent, aussi le télétravail en sécurité. Comment utiliser Zoom de façon sécuritaire? Nous faisons de la formation et de l'éducation par les articles de bulletins et nous publions un rapport mensuel sur les problèmes de sécurité que nous avons éprouvés au cours du dernier mois. C'est transparent pour toutes les personnes qui font partie du réseau du CERN. La sécurité n'est pas quelque chose de distinct. Les personnes viennent me voir. Stéphane, c'est le CERN, personne ne nous attaque. Mais là, vous pouvez faire des captures d'écran et des captures d'écran de conversation sur le dark web. Et vous les mettez dans les rapports mensuels, pas pour blâmer qui que ce soit, mais pour dire voici les choses qui peuvent être améliorées. Les mots de passe sur Pastebin qu'on a trouvés, ça fait partie du rapport mensuel. Ce n'est pas une question de pointer du doigt les fautifs. Catherine a cliqué le lien ou Catherine a un mot de passe vulnérable, mais plutôt de faire de l'éducation sur les bonnes pratiques. Très bien, merci. Question sur la gouvernance. Comment développer les politiques qui font partie de la conformité et qui approuvent les politiques qui gouvernent les processus de cybersécurité du CERN. Je suis mandaté par mon directeur général. Je suis sous la direction du directeur général ou la directrice générale. Elle m'a donné un document sur la façon de gouverner la sécurité informatique au CERN. Avec le service informatique et d'autres intervenants, je vais rédiger les politiques de sécurité. Nous en avons sur la configuration de serveurs, comment faire des serveurs web. Ces politiques sont approuvées par une entité de TI afin de comprendre les exigences. En fin de compte, tout dépend des chercheurs. C'est une approche de la base vers le haut pour appliquer les politiques. Nous avons essayé de faire de l'application par le haut, mais c'est comme utiliser un bat de baseball. Et je préfère ne pas me servir
du bat. Je parle plutôt d'un bâton de négociation, mais j'essaie d'être gentil. Je veux convaincre les personnes que la sécurité est importante. La plupart des personnes comprennent l'importance de la sécurité et comprennent les politiques de sécurité, car ce sont des lignes directrices de sécurité pour rendre les systèmes le plus sécuritaires possible. Je comprends. Merci beaucoup. Hier, nous avons eu un conférencier qui a parlé de réseau zéro confiance. Est-ce que vous pensez que l'adoption d'un cadre zéro confiance peut atténuer la question des gens dans la sécurité informatique? Je pense que c'est juste un mot à la mode que quelqu'un a mis au point. Depuis 20 ans, je ne fais confiance à aucun appareil sur mon réseau et je dois gérer ça. Je dois pouvoir gérer la question que je ne peux pas donner des appareils à tout le monde. Il faut surveiller ce qui se fait sur le réseau et ne pas faire confiance. Nous devons trouver les appareils qui fonctionnent mal. Je m'inquiète d'éclosion de centaines, des milliers d'ordinateurs qui sont compromis simultanément. La même chose pour les applications web. Nous avons OpenShift. OpenShift nous permet de déployer des conteneurs d'authentification. Je ne peux pas regarder dedans. Parfois, je peux, ou ce que je peux faire une analyse, mais je fais de l'analyse externe. La même chose pour les machines virtuelles. Nous avons différentes ressources de calcul. Je ne peux pas faire confiance aux ressources. Nous avons un regroupement de calcul à base de Linux sur lequel nous pouvons gérer les analyses, mais nous devons surveiller étroitement ce qui se fait là parce que je ne peux pas faire confiance aux personnes qui utilisent ces ressources de calcul. Elles se connectent de différents endroits. Ça veut dire de plusieurs pays imaginables. Je comprends, ce qui m'amène à une autre question de l'auditoire. Est-ce qu'il y a une formation préalable en sécurité avant que les chercheurs puissent avoir accès aux données générées par le CERN? L'accès aux données générées par le CERN, si vous parlez des données de physique, vous n'avez pas besoin de cours ou de formation sur la sécurité, mais pour avoir un compte, il faut suivre une formation en ligne avec des mantras de base de sécurité, expliquant les mesures de sécurité au CERN, comment utiliser votre ordinateur au CERN. Il y a aussi de la formation sur la sécurité en programmation. Ça fait partie de la formation dans l'orientation. Ensuite, il y a des cours de formation après quelques années. Nous gérons la sécurité informatique comme la sécurité physique. Si vous allez dans les installations sur place, vous devez avoir des formations de sécurité physique et la formation en sécurité informatique si vous avez accès au réseau. Selon votre travail, vous pouvez avoir des formations plus poussées pour la sécurité en programmation web. On vous montre comment faire des tests de pénétration profonde. Nous offrons de la formation à tous les niveaux. Je vois. J'ai une question plus générale. Est-ce que vous utilisez des fournisseurs à code source ouvert ou des systèmes commerciaux? Nous avons des partenaires de sécurité lorsqu'on fait de la quarantaine d'appareils. Notre pare-feu a été acheté commercialement parce que nous ne pourrions pas le créer nous-mêmes. Le centre opératoire de sécurité est à code source ouvert. Notre modèle général est à code source ouvert. Nous avons des applications commerciales pour le génie, des consoles pour le calcul mathématique. Ce sont des choses que nous devons acheter parce que ce n'est pas disponible en code source ouvert. Nous avons des choses qui sont gouvernées par Microsoft. Le système général est Exchange On-Prem. Nous avons un peu des deux, mais nous tendons d'aller vers les codes sources ouverts plutôt que les produits commerciaux. Nous avons des outils courants de RH qui vont être des outils commerciaux, mais nous voulons l'avoir sur place dans notre système informatique. Très bien, merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons plus de temps, Stéphane. Je voulais seulement vous expliquer que plusieurs personnes aiment votre bâton de négociation et on veut savoir quel est votre moyen au bâton.
Je suis européen, donc je préfère le squash au baseball. C'est seulement pour impressionner personne en cas de négociation. Je ne suis pas très bon au baseball, malheureusement. Merci beaucoup, Stéphane. Au nom de tous nos invités, nous vous remercions d'avoir partagé votre expérience et votre passion, ainsi que votre énergie pour le sommet Canary aujourd'hui. Merci beaucoup.